Nous sommes près de Genève, dans le village de Ferney. Tout ici a été modelé par Voltaire. Il a fait construire ces bâtiments, réaliser des travaux pour desservir tout le village en eau. Ces champs étaient auparavant des marais qu'il a fait assécher. Curieux travail pour un intellectuel, un philosophe, puisque c'est ainsi que l'on connaît Voltaire. Mais quand on découvre sa façon de penser, ces grands travaux deviennent juste l'aboutissement logique d'une philosophie. En 1759, juste avant de s'installer ici, Voltaire a fait publier Candide, sans doute la clé pour comprendre son auteur. Première surprise, le livre aurait été écrit par un certain monsieur Ralph, un Allemand. C'est bien sûr un camouflage pour Voltaire, qui a de bonnes raisons de craindre la censure pour ses idées. Deuxième camouflage, il parle à travers son héros, Candide, non pas un grand théoricien, mais un jeune homme à l'esprit simple. Comme Voltaire autrefois, Candide se retrouve jeté sur les routes de l'exil. Et comme lui, le jeune Candide découvre les horreurs du monde, les guerres, l'esclavage. Avec naïveté, Candide se demande si tout ceci est bien juste et raisonnable. Voltaire met alors en scène un deuxième personnage, Pangloss, celui qui est censé tout savoir. Quels que soient les malheurs, Pangloss répond invariablement à Candide « Tout est bien, dans le meilleur des mondes possibles. » Derrière cet humour noir perce la froide colère de Voltaire contre tous ceux qui proposent de ne rien changer à un monde d'injustice. Candide conclut qu'il vaut mieux cultiver son jardin, et Voltaire se lance dans les travaux de Ferney. Pour Voltaire, Ferney est la preuve que le monde peut être amélioré et rendu agréable. Il suffit d'y travailler. Voltaire a pour vrai nom François Arouet. C'est un enfant de la moyenne bourgeoisie, talentueux et plein d'envie. Il s'introduit dans la noblesse, mais sa mauvaise habitude de dire ce qu'il pense le conduit à la prison de la Bastille. À 32 ans, il y a déjà séjourné 2 fois. Dès sa libération, Voltaire part pour l'Angleterre. Il est séduit par ce pays en pleine expansion, où des droits sont reconnus à tous, où le commerce et le travail sont encouragés. Cette expérience renforce son hostilité vis-à-vis de la noblesse. Dans ses lettres anglaises, il s'interroge. « Je ne sais lequel est le plus utile à l'État. Un seigneur bien poudré, qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave, ou le négociant, qui enrichit son pays et contribue au bonheur du monde. » La publication du texte en France amène Voltaire ici, à Cirey, dans le nord-est du pays. C'est que Voltaire, revenu dans sa patrie, est vite recherché pour ses écrits outrageants. Il veut à tout prix éviter de retourner à la Bastille. Il est accueilli par son amie, Émilie du Châtelet, une mathématicienne et philosophe au tempérament aussi libre que le sien. Le couple vit dans ce château, à Cirey, qui est heureusement hors de la juridiction française. Devenu entre-temps un homme d'affaires avisé et fortuné, Voltaire rénove le château et se fait construire ce bâtiment. À l'entrée sont sculptés les symboles de tout ce qui lui tient à cœur. Les sciences, les arts, la mer, source de la vie. Un peu plus loin, Voltaire a aménagé un petit théâtre. Il y fait répéter des pièces qui triomphent à Paris, où par prudence, il se garde bien de mettre les pieds. Outre le théâtre, Voltaire se passionne pour la science. Il diffuse les idées d'Isaac Newton, qui a découvert comment la gravitation universelle explique le mouvement des planètes.
Il explore le passé et prépare son essai sur les mœurs, qui va révolutionner l'histoire. Il ne s'agit plus seulement de connaître la vie des grands hommes, mais de découvrir l'évolution des sociétés dans le monde entier. Voltaire est aussi auteur de contes philosophiques comme Microméga, où il imagine le voyage d'extraterrestres de l'étoile Sirius vers la Terre en passant par Saturne. Mais Voltaire aime aussi s'engager directement dans les affaires du monde. Sa première expérience a lieu à Berlin, où il conseille le roi Frédéric de Prusse, sans grand succès d'ailleurs. Plus tard, il réagit à la grande catastrophe naturelle de son époque, le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. En quelques minutes, 30 000 personnes périssent. Voltaire est abasourdi par l'ampleur de la catastrophe. Il est révolté par ceux qui y voient une vengeance du ciel. Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants? Et il est épouvanté par la condamnation à mort de soi-disant coupables des tremblements de terre. L'année suivante, les puissances européennes entrent en guerre les unes contre les autres. Voltaire active les contacts qu'il a dans toutes les cours d'Europe pour négocier secrètement une paix. C'est encore un échec. On comprend mieux maintenant le fameux « il faut cultiver son jardin » de Candide. Voltaire se sent impuissant devant la folie des hommes. Alors, il se passionne pour son village, Ferney. Retiré du monde, maintenant âgé, il aspire à la tranquillité. Mais face aux injustices, il ne peut s'empêcher d'intervenir. Lorsque Jean Calas, un protestant accusé à tort, meurt sous la torture, Voltaire mène une véritable contre-enquête, prouve l'innocence du condamné, le fait réhabiliter. Scandalisé par ces cruelles erreurs judiciaires, il multiplie les interventions en faveur des victimes et publie le traité sur la tolérance. Il y place ses espoirs sur la raison, qui, dit-il, éclaire lentement mais infailliblement le peuple. Voltaire a maintenant 83 ans. Il songe à revenir à Paris mais a peur de l'accueil qu'il pourrait recevoir. Finalement, il se décide alors que la Comédie Française joue sa dernière tragédie. La réception de la foule le stupéfie. Il est acclamé, porté en triomphe. Quelques mois après, il meurt, mais la polémique continue. Certains veulent que sa dépouille soit jetée à la fosse commune. Son neveu, un prêtre, doit manœuvrer pour lui assurer un enterrement digne. Mais le 11 juillet 1791, la France de la Révolution fait entrer Voltaire au Panthéon, dans une ambiance survoltée. Alors qu'il a dû si souvent fuir son pays, Voltaire devient la figure la plus marquante du XVIIIe siècle français.